En chimie, et notamment en chimie organique, une synthèse, c'est l'ensemble des opérations qui permettent de fabriquer un composé organique, c'est-à-dire une molécule particulière, qui peut être une molécule nouvelle qui n'existe pas dans la nature, en tout cas qu'on n'a jamais observée, qui peut être aussi la copie d'une molécule existante dans la nature. L'étape principale lors d'une synthèse, c'est la transformation chimique, puisqu'on va partir de matières premières, de réactifs en fait, qui vont réagir pour permettre d'obtenir de nouvelles molécules, notamment celles qu'on veut obtenir en particulier. Donc l'étape importante, l'étape essentielle, c'est l'étape de la réaction chimique. Elle se fait généralement dans un montage de laboratoire, comme vous avez sur la photo ici. Elle se fait dans un ballon, qui est un petit récipient en verre de forme ronde, et au-dessus duquel on va pouvoir rajouter différents accessoires en fonction de la synthèse qu'on veut réaliser. L'étape suivante, c'est d'isoler et de purifier le produit que l'on veut obtenir, puisque généralement la réaction chimique, elle produit plusieurs molécules, plusieurs composés à la fois, et souvent il y en a un seul qui nous intéresse en particulier, donc il va s'agir d'essayer de l'isoler, c'est-à-dire de le séparer du reste, et puis ensuite de le purifier. L'étape importante ensuite, ça va être d'identifier le produit qu'on a obtenu, le composé qu'on a obtenu. Identifier, ça veut dire s'assurer, par différents moyens, on va le voir, que le produit qu'on a obtenu est bien celui qu'on voulait obtenir et correspond bien à la molécule que l'on avait prévue. Alors l'échantillon de produit obtenu peut se présenter, comme sur les illustrations ici, sous la forme d'une poudre lorsqu'il s'agit d'un solide, ou d'un liquide, s'il s'agit évidemment d'une espèce chimique à l'état liquide, dans les conditions de température et de pression du laboratoire. Alors identifier une molécule, en chimie, ça revient un petit peu à essayer d'identifier un suspect dans une enquête criminelle. On va essayer de rassembler différents indices, le maximum, pour être certain que la molécule qu'on a obtenue ici est bien celle que l'on cherchait. Les premières méthodes qu'on peut mettre en œuvre pour identifier une espèce chimique comme celle-là, c'est d'essayer de mesurer une grandeur physique caractéristique, qui peut être par exemple la température de fusion. Imaginons que la poudre qu'on a obtenue ici est censée être du saccharose, c'est-à-dire du sucre, celui qu'on utilise en cuisine. Si on veut vérifier qu'il s'agit bien de saccharose, on va pouvoir par exemple essayer de mesurer la température de fusion. Quand on recherche pour le saccharose des valeurs de référence, on s'aperçoit que la température de fusion théorique du saccharose, c'est 185,5 degrés Celsius. Donc vous voyez que c'est une valeur qui est connue assez précisément. Et donc ce qu'on peut faire dans un laboratoire de chimie, c'est utiliser un appareil qui s'appelle un Bank-Hoffler, qui est assez classique dans les laboratoires de chimie, qui permet de mesurer la température de fusion. Donc il s'agit de prélever une toute petite quantité de la poudre obtenue, et de la disposer sur cette petite table métallique, qui en fait chauffe avec un gradient de température, c'est-à-dire que plus on va vers la gauche, plus la température est élevée sur cette plaque. Et on a un petit curseur ici, qui, vous le voyez, nous donne la température correspondante en fonction de la position sur la plaque. Donc il s'agit de mettre une toute petite quantité de poudre avec une spatule, par ici, et puis de la décaler petit à petit vers la gauche, c'est-à-dire vers le plus chaud, et à un moment donné, on va voir que la petite quantité de poudre se met à fondre, et là on aura trouvé, avec le curseur, donc la température de fusion. Si on trouve une température correspondante à la température théorique de fusion du saccharose, eh bien on a trouvé un bon indice qui indique que c'est probablement du saccharose. Alors le problème c'est que une température de fusion, c'est pas un indice absolu, puisque il y a d'autres molécules, d'autres composés qui ont une température de fusion très très proche. C'est un indice, mais pas suffisant. Alors on peut utiliser d'autres phénomènes également, notamment la solubilité dans un solvant. L'an dernier en seconde, on a vu la technique de chromatographie, qui permet d'identifier par comparaison une molécule inconnue, en la faisant migrer sur une plaque à l'aide d'un éluant, et en fonction de la hauteur à laquelle elle migre, et en comparant avec une référence, on est capable d'avoir là aussi un indice pour savoir si la molécule est bien la bonne.
Les autres techniques très utilisées, et qui sont beaucoup plus efficaces, on va le voir, dans les laboratoires de chimie, sont les techniques de spectroscopie. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser des ondes, en particulier des ondes électromagnétiques. Et celle qu'on va voir en première spécialement, c'est l'identification par spectroscopie infrarouge. C'est une des techniques les plus répandues en laboratoire, hein, puisqu'elle est assez peu coûteuse, relativement peu coûteuse à mettre en œuvre, et qu'elle donne de bons indices, on va le voir. Alors vous vous rappelez sûrement que parmi la grande famille des ondes électromagnétiques, on trouve la lumière visible, c'est-à-dire toute la lumière, tous les rayonnements auxquels nos yeux sont sensibles, qui ont une longueur d'onde, c'est-à-dire une couleur, hein, dont la valeur est comprise entre 400 et 800 nanomètres. Donc ça c'est pour la lumière visible. Au-delà de 800 nanomètres, on avait dit que nos yeux ne sont plus sensibles. Et comme juste en dessous de 800 nanomètres, les longueurs d'onde correspondent aux couleurs rouges, pour celles qui sont supérieures à 800 et qu'on n'arrive plus à voir, on les a appelées des infrarouges. Donc c'est dans cette technique-là des ondes infrarouges qu'on va utiliser. Donc avec une sorte d'ampoule un peu spéciale qui va, au lieu d'émettre de la lumière, qui va surtout émettre des infrarouges. Et on va faire traverser ces infrarouges à l'échantillon à analyser. Donc c'est une petite cuve, un petit récipient dans lequel on va mettre le produit à analyser. Les infrarouges vont traverser, plus ou moins, puisque on va le voir, certaines longueurs d'onde infrarouges vont être absorbées par l'échantillon, quant à d'autres, les autres longueurs d'onde vont au contraire ne pas être absorbées du tout, et donc être entièrement transmises, c'est-à-dire qu'elles vont traverser entièrement l'échantillon. Et à la sortie, on va mesurer ce qui ressort, c'est-à-dire l'intensité de ce qui ressort en fonction de la longueur d'onde. Donc en fait, on obtient un spectre. Alors voilà à quoi ressemble l'appareillage, hein, donc c'est une espèce de grosse machine, pas extrêmement trop compliquée en fait à l'intérieur, qui est couplée à un ordinateur, un système informatique, qui va permettre d'afficher donc le spectre. Alors le spectre infrarouge, il va donc donner la proportion d'infrarouge transmis, ce qui est arrivé à ressortir de l'échantillon, en fonction, alors on pourrait le mettre en fonction de la longueur d'onde pour des raisons historiques, un petit peu compliquées à expliquer là. La valeur qu'on met en abscisse s'appelle le nombre d'ondes. Alors en fait, on la note sigma, c'est l'inverse de la longueur d'onde. On va voir que cette définition n'est pas très importante en fait pour la suite, donc ne vous inquiétez pas. Alors pourquoi les spectres infrarouges nous donnent des informations intéressantes? Il se trouve que dans les molécules organiques, certains groupes caractéristiques, comme le groupe alcool, on va le voir, par exemple, absorbent certaines longueurs d'onde infrarouges bien particulières. Alors voilà notamment parmi les groupes caractéristiques qu'on a vus cette année. Pour le groupe alcool, de manière vraiment systématique, hein, quand il y a ce groupe caractéristique dans une molécule, cette molécule va absorber les infrarouges dont le nombre d'ondes est compris entre 3200 et 3400 cm-1, c'est l'unité. Voilà, pour le groupe OH d'un acide, puisqu'on a dit qu'un acide, il y a un carbone où il y a l'oxygène avec une double liaison et le OH sur le même carbone. Là, ce groupe-là va plutôt absorber entre 2600 et 3200. Et pour l'oxygène double liaison, le groupe carbonyle, il va absorber avec une bande assez forte mais assez fine, on va le voir, entre 1700 et 1760 cm-1. Donc ça, c'est pas des valeurs à retenir par cœur, hein, elles seront systématiquement données, c'est des valeurs de référence. Alors un exemple avec le spectre infrarouge de la propanedone, c'est-à-dire de l'acétone. L'acétone, c'est le liquide qu'on peut acheter dans les magasins de bricolage pour nettoyer les vernis par exemple. Donc c'est une cétone, hein, voilà sa formule semi-développée. On retrouve le groupe carbonyle, caractéristique des cétones, puisqu'il est ici en milieu de chaîne, hein, donc c'est bien une cétone. Alors voilà à quoi ressemble le spectre infrarouge de l'acétone. On observe donc en ordonnée une valeur qui s'appelle la transmittance, qui est exprimée en pourcentage. 100%, ça signifie que tous les infrarouges sont arrivés à traverser, aucun n'a été absorbé.
et 0% signifie que tout a été absorbé. Donc là, si vous regardez, en fonction du nombre d'ondes, c'est-à-dire en fait en fonction de la longueur d'onde en quelque sorte, on a des valeurs pour lesquelles les infrarouges sont assez absorbés, notamment par exemple ici, on dit qu'on a un pic d'absorption, puisque pour cette valeur-là, vous voyez que on est à moins de 10% de transmittance, c'est-à-dire qu'on est à plus de 90% d'absorbance. Voilà, il y a d'autres pics, et puis il y a des valeurs de nombre d'ondes, ici par exemple, pour lesquelles l'absorbance est quasiment nulle, on est à plus de 90% ici de transmittance. Alors si on essaye d'analyser ce spectre, on se rappelle donc que le groupe caractéristique dans cette molécule, c'est le groupe carbonyle, c'est-à-dire CO double liaison. On a vu que, en tout cas on nous dit que le groupe carbonyle absorbe systématiquement autour de 1700 cm-1, voilà, de 1700 à 1760, avec une bande forte et plutôt fine. Et là, si on regarde le spectre, on s'aperçoit que effectivement, ici, on retrouve cette bande, on est à 1700. Alors, vous voyez, pour la petite remarque là ici, que là aussi, c'est pour des raisons vraiment historiques, qu'on va pas expliquer, c'est un peu bizarre, mais l'axe des nombres d'ondes, il est orienté vers la gauche. Donc, voilà, les valeurs, elles augmentent vers la gauche. Bon. On va pas trop se poser la question de pourquoi, voilà, c'est comme ça. Et là, vous voyez du coup que on est à 1700, entre 1700 et 1750. Donc ça correspond bien au pic d'absorption de la fonction cétone. Donc là, ça correspond. Alors un autre exemple, là on regarde directement le spectre infrarouge d'une autre molécule. Là, on s'aperçoit que donc on a différents pics d'absorption. On en a notamment un ici qui correspond aux trois qui nous sont donnés ici, c'est celui-là. Celui-là, c'est une bande même d'absorption, puisque c'est assez large. Elle est assez forte, puisqu'elle absorbe jusqu'à donc 10% de transmittance, c'est-à-dire 90% d'absorbance. Et puis elle est assez large, puisqu'elle recouvre de 3200 à peu près, à 3450 à peu près, 3500 presque, cm-1. Voilà. Donc là, on retrouve en fait, si on regarde, ça correspond à la bande d'absorption du groupe hydroxyle, c'est-à-dire de la famille des alcools. Voilà. Donc ici, on a très certainement, vous voyez que c'est un indice qui n'est pas suffisant, mais c'est un indice en tout cas qu'on a une molécule de la famille des alcools. Voilà. Donc là, il s'agissait du spectre infrarouge de l'éthanol. Alors on est bien d'accord que cet outil-là, ce spectre infrarouge, il nous suffit pas à identifier l'éthanol. Il nous permet ici d'identifier simplement qu'on a affaire à une molécule de la famille des alcools. Voilà. Donc après, en chimie, on a d'autres techniques de spectroscopie ou d'analyse qui vont permettre d'aller plus loin, notamment de savoir combien on a de carbone dans la chaîne principale, et donc d'identifier vraiment quelle molécule on a. Voilà, cette année, on se contente de cette technique, d'étudier cette technique de spectroscopie infrarouge, qui permet, elle, surtout d'identifier la famille, c'est-à-dire le groupe caractéristique.